Merci. Je voudrais d'abord remercier André et le RES pour son invitation. Il y a un certain nombre de diapos sur lesquels j'irai vite, puisque ces éléments ont déjà été énoncés, en particulier par Anna et par la dernière intervention. Sur cette diapo qui est du cirque, mais qui a déjà 20 ans, je voulais surtout insister sur cet élément-là, qui sera mon point de départ. Déjà, il y a plus de 20 ans, le cirque avait pointé des études qui avaient suivi des populations de femmes asiatiques. Pourquoi de femmes asiatiques ? Parce que, comme on vous l'a dit, l'incidence, la prévalence du cancer du sein est très différente et elle est beaucoup plus basse dans les pays asiatiques, même industrialisés comme le Japon, que d'autres pays industrialisés. Et donc, ces travaux avaient suivi des populations de japonaises et de coréennes qui avaient migré aux États-Unis. Et au bout de 3 générations, les petites filles retrouvaient une prévalence du cancer du sein aussi élevée que les natives sur plusieurs générations américaines. Ce qui cassait un petit peu la notion à l'époque que les cancers étaient génétiques, quasiment tous génétiques, et ça évoquait surtout une origine environnementale du cancer du sein. Puisque pour qu'au bout de 2-3 générations, quand on change totalement de civilisation, d'environnement, de pollution et d'alimentation, on augmente la prévalence du cancer du sein et on rattrape la population locale, c'est qu'il se passe quelque chose dans l'environnement. Et ça, déjà à l'époque, ça m'avait beaucoup frappé. Et cette diapo, je la montre depuis peut-être une quinzaine d'années. Alors la question, elle est, depuis très longtemps, celle des cancérologues pour tous les cancers et en particulier pour le cancer du sein. Le cancer du sein est-il d'origine génétique ou environnementale ? D'abord, on l'a déjà dit, les mutations héréditaires, c'est 5 à 10% des cancers du sein. Ça veut dire que 90% des femmes qui ont un cancer du sein n'ont pas de mutation héréditaire. Alors après, on a dit, le cancer du sein, il y en a de plus en plus parce que les femmes vieillissent. Mais c'est faux. On vous l'a dit il y a quelques minutes, le cancer du sein augmente chez les femmes les plus jeunes. Et deuxièmement, l'incidence du cancer du sein à partir de 65 ans, je crois qu'Anna l'a noté tout à l'heure, diminuait. Donc c'est pas l'âge. On disait que le cancer du sein, c'était la faute à pas de chance. Plus on vieillissait, plus on faisait un cancer du sein. C'est totalement faux. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr, il peut y avoir des polymorphismes génétiques. On va y revenir. On peut avoir une prédisposition. On a parlé du bisphénol, on va en reparler. Tout le monde est exposé au bisphénol. Tout le monde ne fait pas un cancer du sein. Ça veut dire qu'il y a d'autres facteurs. Peut-être une prédisposition génétique. Alors, parmi les facteurs environnementaux, l'oratrice du cirque vous en a largement parlé, mais moi je voudrais insister sur quelques éléments qui sont en gras. En gras que j'ai mis en rouge et en gras. Alcool, tabac, obésité, sédentarité, nutrition, pollution de l'air, pollution chimique. Pourquoi j'ai insisté ? Parce qu'on dit tabac, on dit alcool, mais tout ça, ce sont des perturbateurs endocriniens. Je ne connais pas un plus grand perturbateur endocrinien que l'alcool. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a dans le tabac ? Vous savez très bien que ce n'est pas la nicotine qui donne le cancer du sein, ce sont les goudrons. Et qu'est-ce qu'il y a dans les goudrons du tabac ? Il y a du benzopyrène, il y a du cadmium, il y a des polycycliques aromatiques hydrocarbures, en anglais, hydrocarbures polycycliques aromatiques en français, pour le dire en français. Donc, ce sont des perturbateurs endocriniens. L'obésité, chez la femme, où est-ce qu'on trouve du tissu graisseux ? Et pour cause, autour de la glande mammaire. Pourquoi il y a du tissu graisseux autour de la glande mammaire ? Parce que le principal nutriment du fœtus et du bébé, ce sont les acides gras libres. Et qu'est-ce qu'il y a dans les acides gras libres de la glande mammaire ? Il y a stocké les perturbateurs endocriniens. Parce qu'on sait aujourd'hui que le tissu graisseux, chez l'homme et chez la femme, c'est fait pour séquestrer les produits toxiques, en particulier les perturbateurs endocriniens. Or, ces perturbateurs endocriniens sont très près et sont dans la glande mammaire et vont favoriser la carcinogénèse.
La nutrition, bien sûr, on en a déjà parlé, on en reparlera. La pollution de l'air, c'est pas les particules fines qui sont cancérigènes, c'est la dioxine, le benzopyrène, le cadmium, etc. Et la pollution chimique, c'est en partie, pas que, mais leur action de perturbateurs endocriniens. Je n'insisterai pas sur les perturbateurs endocriniens, mais je suis très fier aujourd'hui de parler devant une de mes mentors, Anna Soto, et l'autre mentor, c'est Théo Colborn, dont la collaboratrice est venue travailler avec moi dans mon service à partir de 2000 à Nice, et à qui je dois de travailler depuis cette période, depuis l'an 2000, sur les perturbateurs endocriniens. Elle s'appelle Françoise Brucker, elle est endocrinologue comme moi, voilà. Je ne reviens pas sur les substances donc qui bloquent, miment ou perturbent une hormone. J'insiste sur un point, et ça c'est l'endocrinologue et le gynécologue qui parlent. Les hormones, en particulier les stéroïdes, elles agissent à très faible dose. Pourquoi ? Parce qu'une hormone, ça agit de façon spécifique sur un récepteur. C'est comme une clé et une serrure, des anticorps et des antigènes. Et beaucoup de toxicologues ont mis beaucoup de temps à comprendre. Ils nous disaient, je prends du bisphénol à la dose que vous dites et on le met sur les souris. Mais il leur arrive rien. Parce qu'ils pensaient que la souris allait mourir sous ces doses de bisphénol qu'on employait. En fait, une hormone, ça agit à des doses très très faibles. Et comme Anna l'a dit à plusieurs reprises, les perturbateurs endocriniens vont agir à très faible dose. Et c'est pour ça qu'on est soumis dans l'environnement domestique à des doses qui peuvent être toxiques. Je continue. Bien sûr, le cancer du sein est un cancer œstrogénodépendant et vous avez des tas de perturbateurs endocriniens comme le DDT, PCB, dont on va reparler, bisphénol A, nonylphénol dont on a parlé, qui est un détergent, qui sont des œstrogénomimétiques. Je voudrais insister aussi sur la zéaralénone, qui est une mycotoxine qu'on trouve dans les silos de blé et probablement dans les céréales que mangent les enfants le matin. C'est un gros problème dont l'industrie agroalimentaire ne veut pas parler parce qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser de ces mycotoxines et qu'elles sont œstrogénomimétiques. Alors, j'étais invité il y a quelques années, je ne sais pas si c'était 2012 ou 2013, par Pascal Guénel à Villejuif. Il dirige une unité d'épidémiologie sur les facteurs de risque du cancer. J'étais invité au jury d'une de ses élèves qui passait une thèse sur PCB et cancer du sein. Et il me faisait remarquer, regardez tous les travaux qui ont été faits sur PCB et DDT. Ça a commencé dans les années 1993. Ça fait longtemps qu'on essaye de faire un lien entre ces produits et le cancer du sein. Et il me dit, regardez, il y a plein de travaux qui ne sont pas significatifs. Il y en a quelques-uns qui sont significatifs. Je ne comprends pas bien, ça me laisse rêveur, je ne suis pas bien sûr que le PCB et DDT soient cancérigènes et interviennent dans le cancer du sein. En fait, pendant des années, il y a eu un certain nombre de controverses, de polémiques, auxquelles on a participé, Anna, moi, d'autres. Pourquoi ? Parce que les épidémiologistes disaient, souvent vos études cliniques, elles sont rétrospectives. On a pris à un jour donné, au moment où on découvre le cancer, on mesure dans le sang le perturbateur et on regarde si la tumeur est maligne ou pas. Deuxièmement, il n'y a pas de groupe contrôle non exposé. Tout le monde est exposé. On voudrait avoir des femmes qui n'ont été exposées à rien. Ça n'existe pas. Dans les études, on n'avait pas pris en compte toujours tous les autres facteurs de risque. Ça, c'est une critique juste, épidémiologique. Gros problème. Souvent, comme je vous l'ai dit, on dosait le perturbateur au moment de la découverte du cancer du sein. C'est exceptionnel, comme l'a dit Anna tout à l'heure, je montrerai deux autres études de ce type, qu'on ait pu suivre des cohortes de femmes pendant 30 ans en ayant des dosages 30 ans avant, pouvant suivre ces cohortes et voir qui va faire un cancer du sein. Ça, on appelle ça une étude prospective longitudinale, et ça, c'est très fort sur le plan épidémiologique. Malheureusement, ça coûte cher, c'est long, et il n'y en a pas beaucoup.
Dernier point sur le plan épidémiologique, bien sûr, vous savez très bien, quand on trouve une association, on ne sait pas si c'est un lien statistique ou un lien causal. Alors les toxicologues en rajoutaient une couche et nous disaient « mais c'est des très faibles doses. À ces doses-là, ces produits ont une très faible affinité pour le récepteur classique aux œstrogènes. » Ok, tout le monde est exposé. Et pourquoi tout le monde ne fait pas un cancer ? Nombreux polluants dans l'organisme, dans la nature, et il y en a qui sont anti-œstrogéniques, donc ils pourraient s'antagoniser, et finalement, au final, il n'y aurait pas d'effet du tout. Enfin, et ça c'est très important en science, il faut trouver un mécanisme moléculaire pour comprendre quel est le lien. À ce moment-là, vous pouvez affirmer qu'il y a vraiment un lien entre l'exposition et le cancer. Eh bien, je vais essayer de vous montrer quelques études dans le temps qui m'est imparti, qui ont réussi à se soustraire de ces critiques et qui renforcent l'idée aujourd'hui, qui est quand même de plus en plus forte, de lien et l'exposition aux perturbateurs endocriniens comme facteur de risque du cancer du sein parmi d'autres facteurs, le cancer du sein, comme toutes ces pathologies chroniques, étant multifactoriel. Alors d'abord, un point très important, la glande mammaire, c'est le seul organe qui n'est complètement développé et différencié qu'au bout de la première grossesse, à la fin de la première grossesse, au moment de l'allaitement. Jusqu'à ce moment-là, eh bien, la glande est dans un état un peu indifférencié, beaucoup plus sensible aux carcinogènes, ce qui explique pourquoi les femmes qui n'ont pas eu d'enfants et qui n'ont pas allaité font plus de cancer du sein. Il y a des périodes très importantes pour cette glande dans sa susceptibilité aux agents carcinogènes, la période fœtale, périnatale, la période pubertaire et la période de la grossesse. Juste avant, parce que je ne montrerai pas de photos sur la période pubertaire, Anna a parlé de Hiroshima. Il y a un autre exemple qui montre la même chose, c'est l'explosion de l'usine de Seveso en Italie avec la dioxine. Seules les petites filles qui étaient autour de la puberté à ce moment-là ont eu par la suite une augmentation du cancer du sein. Donc vous voyez ces périodes de grande susceptibilité de la femme pour le sein, autour de la période fœtale et périnatale, la puberté et la grossesse. Et maintenant, on va y aller. Et ça, c'est la figuration de ce qu'a développé Anna. Je vais aller vite, mais c'est une étude extraordinaire, extraordinaire. Madame Palmer, avec le National Cancer Institute, a suivi une cohorte. Vous vous rendez compte de 4800 femmes dont la mère a été traitée par Distilbène pendant la grossesse, et a comparé à 2000 contrôles. Et qu'est-ce qu'on voit après 40 ans? 2 fois plus de cancer du sein, et après 50 ans, 3 fois plus de cancer du sein. J'insiste encore une fois, j'en remets une couche après Anna, le cancer du sein pourrait se préparer dès la vie fœtale, chez la petite fille, dans le ventre de sa mère. Autre travail qui le démontre, toujours avec le DDT, grâce à des banques de sang congelé qu'on a gardées pendant 30 ans, les femmes dont la mère avait les taux les plus élevés pendant la grossesse de DDT ont fait 4 fois plus de cancer du sein. Ça, c'est pendant la grossesse. C'est Barbara Cohn qui montre que pour le PCB, les bisphényl polychlorés, c'était un isolant électrique, malheureusement on en a encore tous dans notre graisse, il y en a encore dans tous les animaux d'élevage, etc., parce que c'est très persistant. Eh bien, les taux pendant la grossesse sont prédictifs du risque de cancer du sein dans les 30 ans qui suivent. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que pour ce PCB, il y a une centaine de congénères différents pour les PCB. Pour le 203, il y a 6 fois plus de cancer du sein quand la femme avait pendant la grossesse un taux élevé de PCB. Et là, il y a beaucoup moins de risque de faire un cancer du sein pour ces 2 PCB-là. Et là, j'ai la réponse pour Pascal Guénel qui m'interrogeait il y a 15 ans lors de cette soutenance de thèse. Eh bien, on sait que ces PCB 167 et 187 sont anti-œstrogéniques, ce qui est tout à fait logique,
qu'il donne une forme de protection. Alors, on a eu la chance à Nice, on a essayé, ça m'a inspiré, et on a essayé de faire un petit peu la même chose, c'est-à-dire entre les années 2002 et 2005 à Nice, on a prélevé 6100 du cordon à la maternité de Nice et de Grasse. 6100 du cordon qui donnait le reflet de l'exposition de la mère pendant la grossesse aux perturbateurs endocriniens. On les a mis dans notre congélateur et on a suivi avec le registre des cancers des Alpes-Maritimes les femmes qui faisaient un cancer du sein dans cette région. Et en 2000, malheureusement c'est l'année où je partais à la retraite, en 2000, on a essayé de voir et on a trouvé des choses pour le PCB 118 presque significatifs, mais à la limite de la significativité statistique. Et on a décidé avec mon équipe de ne pas le publier et d'attendre 2025. Et c'est mon élève et mon successeur qui a repris les choses. Il y a eu 20 cancers du sein supplémentaires et j'ai eu la surprise d'apprendre il y a 15 jours que c'était devenu maintenant, en augmentant le nombre de cancers, significatif pour le PCB 118, c'est-à-dire plus il était élevé pendant la grossesse au sang du cordon et plus la femme avait eu de risque de développer un cancer du sein. Et alors, formidable, les gens avec qui on a dosé ces perturbateurs, ils sont de Nantes, de l'école vétérinaire de Nantes. Et ils ont fait un travail formidable chez les chiennes. Les chiennes font plus souvent que la femme des cancers de la mamelle. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'ils ont regardé une série de cancers de la mamelle chez les chiennes et ils ont vu que cette tumeur était d'autant plus souvent maligne que le PCB 118, celui qu'on avait retrouvé nous, à Nice, œstrogénique, était élevé dans le sang de ces chiennes. Le fait qu'on retrouve cette même corrélation dans le cancer de la mamelle chez la chienne, c'est chienne qui a été soumise à l'environnement de Nantes, à la nourriture, à la pollution, etc., comme la femme. Donc, c'est quand même un élément assez renforçant l'hypothèse. Autre élément, je vous disais tout à l'heure, tout le monde est soumis aux perturbateurs, tout le monde ne fait pas un cancer du sein. Ça, c'est déjà un vieux travail que Anna connaît certainement. C'est très intéressant. Ils ont regardé les taux de PCB et le risque de cancer, mais ils ont regardé le polymorphisme pour le gène d'un cytochrome qui élimine le PCB au niveau du foie, le cytochrome P450-1A1. C'est exactement comme l'alcool. Vous avez des gens qui supportent un verre de vin, 1 litre de vin. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à supporter un verre de vin. Ça dépend de votre polymorphisme génétique pour les gènes codants pour les détoxifiants hépatiques, les cytochromes. Et là, ils ont regardé et ils ont trouvé que globalement... comment on revient en arrière? Voilà. Globalement, il n'y avait pas de différence, mais quand on prenait un variant particulier qui donnait un cytochrome P450 moins actif, eh bien là, il y avait un risque majoré de cancer du sein quand le taux de PCB était plus élevé que pour les séries contrôles. Ça veut dire que tout le monde est exposé, mais on a une susceptibilité génétique à mieux éliminer, mieux métaboliser les perturbateurs auxquels on est soumis. Diapo suivante, ça c'est une étude parisienne, une magnifique étude E3N française. On suit 900 000 femmes enseignantes qui sont suivies par la MGEN. D'accord? Et là, dans le cadre de ils sont allés piocher, à partir de 1993, ils ont suivi une cohorte de femmes pendant 15 ans et ils ont eu donc une série de 194 cancers du sein, et ils ont apparié avec des femmes contrôles qui n'ont pas fait de cancer du sein, mais qui avaient les mêmes facteurs de risque par ailleurs. Et qu'est-ce qu'ils ont déterminé? Ils ont regardé les perfluorés. Les perfluorés, c'est ce qu'on appelle le polluant éternel. Vous en avez sur vos habits, parce que c'est imperméabilisant ou anti-tache. Vous en avez dans vos poils téphales, pour pas que ça attache. Vous en avez un peu partout. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont remarqué que quand les taux étaient élevés, 15 ans après, la femme faisait 2 fois plus de cancer du sein, mais pas n'importe quel cancer du sein récepteur aux œstrogènes positifs et récepteur aux progestérone positifs.
ce qui est assez parlant en termes de conviction. Alors maintenant, l'effet cocktail. L'effet cocktail, on est tous soumis à des tas de perturbateurs. Pas un seul. Alors nous, on étudie le bisphénol, comme Anna, ou on étudie le PCB, mais en fait, on est soumis à des dizaines, des centaines, voire des milliers. Et il peut y avoir un effet cocktail. En effet, ça, c'est déjà une très vieille étude, 2004, qui a été faite en Andalousie. En Andalousie, à agriculture intensive. On prend les femmes des agriculteurs qui font une tumeur du sein. On dose dans la graisse périmammaire les pesticides, 16 pesticides. Et on regarde si la tumeur est maligne ou pas maligne. Et pour chaque pesticide, il n'y a pas de différence entre les femmes qui avaient un cancer et celles qui avaient une tumeur bénigne. Mais si on fait un score pour chaque pesticide en divisant par quartile, inférieur et supérieur, et qu'on additionne donc ces scores pour les 16 pesticides, et bien quand le score impliquant les 16 pesticides est le plus élevé, ben les femmes font 6 fois plus de cancer du sein. Ça veut dire qu'il y a eu un effet cocktail, ça veut dire que l'association de ces différents pesticides a créé une synergie qui a potentialisé l'effet carcinogène. Ça, c'est les travaux de Anna Soto, ce n'est pas la peine que je m'y attarde. Je voulais simplement dire, on m'a dit la même chose, Anna, pour le cancer du testicule, où je travaillais sur le cancer du testicule dans mon laboratoire. Ça, c'est des cellules de cancer du testicule humain. On a utilisé des doses nanomolaires, voire picomolaires, c'est-à-dire 1 million de fois plus petites qu'un milligramme par millilitre. Hein. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Que ça faisait proliférer les cellules de cancer du testicule. Et on m'a dit combien de scientifiques, de médecins, de reviewers dans les revues scientifiques en Europe m'ont dit « Mais non, c'est des trop petites doses, c'est pas possible que ça entraîne, que ça stimule le cancer. » Pourquoi j'avais pris un nanomolaire? Moi, je vous dis pourquoi j'avais pris un nanomolaire. D'abord, ça correspondait un peu aux doses d'Anna Soto chez les souris. On s'était basé là-dessus. Et après, j'ai regardé dans les sangs du cordon de mes enfants et de mes femmes. Et j'ai trouvé qu'en moyenne, il y avait 1 nanomolaire de bisphénol chez eux. Ça veut dire que je prenais une dose qui était celle où tous les enfants, toutes les femmes enceintes étaient exposées, tous les garçons étaient exposés. Et ça stimulait le testicule pour rendre les cellules germinales testiculaires de type cancérigène. Et en fait, on a pu démontrer, dans mon équipe, mais d'autres équipes l'ont montré aussi, sur le cancer du sein, une équipe italienne en particulier, que le bisphénol n'agissait pas par le récepteur classique des oestrogènes. Il intervenait par un récepteur différent qu'on a appelé, qu'une équipe américaine a identifié et qui s'appelle GPR30. Et nous avons montré que le cancer du testicule passait, le bisphénol passait par ce récepteur. Et les gens ont montré, les Italiens ont montré que le bisphénol A agissait via ce récepteur sur le cancer du sein. D'ailleurs, le cancer du sein résistant, il surexprime GPR30. Alors ça, je ne comprends pas. J'ai presque terminé, mais je ne comprends pas. Je n'ai jamais vu un cancérologue commenter cette diapo. Je l'ai montré il y a quelques mois dans un milieu de cancérologues. Ça ne les a pas fait tellement réagir. Qu'est-ce que c'est? Vous savez que les cancérologues, ils utilisent des drogues chimiothérapiques et ils testent comme un antibiogramme les cellules cancéreuses tirées de la tumeur. Ils les mettent en culture et ils testent chaque médicament chimiothérapique. Alors, ça, c'est des médicaments cisplatine, vinblastine, doxorubicine qui sont connus pour freiner la prolifération des cellules malignes du sein, et on les donne donc en chimiothérapie chez les femmes qui ont des métastases ou pour éviter qu'elles aient des métastases. Très bien, en noir, ça freine. Eh bien, cet auteur-là, américain, 2009, a rajouté en culture quelques gouttes de bisphénol A. À quelle dose? 1 nanomolaire, comme nous, comme Anna, comme moi, à dose très très faible. Et qu'est-ce qu'il constate? Eh bien, ça entrave l'action de la chimiothérapie, ça empêche la chimiothérapie de freiner la prolifération du cancer. Or, ce bisphénol-là, il est
il est jusqu'à présent, ou en tout cas, il paraît que c'est interdit depuis 2-3 ans, mais il n'y a eu aucun contrôle, il faisait partie de tous les dispositifs médicaux utilisés à l'hôpital, de toutes les poches de perfusion, de toutes les tubulures de perfusion. Et donc, certainement, il était relargué avec la chimiothérapie, et certainement, il devait freiner l'action de la chimiothérapie. Juste pour terminer, c'est ma dernière diapo pour arriver à la prévention et la fin. Je vous ai dit qu'il fallait une preuve scientifique d'explication moléculaire. Mais il y en a d'explications. D'abord, vous savez que le gène qui est le plus souvent muté dans les cancers héréditaires, c'est BRCA1. C'est un gène d'un suppresseur de tumeurs, BRCA1. Le problème, c'est que dès 2007, mais les gens n'avaient pas trop fait attention, des gens sont allés voir qu'est-ce qui se passait dans les 90% de cancers qui n'étaient pas héréditaires sans mutation du gène de BRCA1. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que l'habillage du gène de BRCA1, ce qu'on appelle l'habillage épigénomique, était perturbé dans 50% des cas de cancer du sein sporadique non héréditaire. Ça revenait comme s'il y avait une mutation. Ça veut dire que le gène BRCA1 n'était pas exprimé, ne faisait pas son travail, et cette femme avait un risque majoré de faire un cancer du sein. Ça a été confirmé par différentes études. Vous voyez, en 2012, ici, extinction du suppresseur tumoral, ça veut dire qu'il ne s'exprime plus. Et alors, comment on peut éteindre l'expression de BRCA1 par l'environnement? Ben voilà un travail extraordinaire qui a été fait sur des cellules de cancer du sein humaines. Il les a cultivées, il a mis de la dioxine, et qu'est-ce qu'il s'est aperçu? Il s'est aperçu que BRCA1 l'expression de BRCA1 par ces cellules diminuait. Il est allé regarder les marques épigénétiques et il s'est aperçu que le promoteur du gène codant pour BRCA1 était hyperméthylé, c'est-à-dire qu'il était devenu modifié sur le plan épigénétique, il ne s'exprimait plus. Ça veut dire qu'on sait aujourd'hui que même si on n'a pas de mutation héréditaire, l'exposition à certains facteurs peut entraîner une modification épigénétique de gènes suppresseurs qui vont favoriser le cancer du sein et qu'un certain nombre de polluants perturbateurs endocriniens sont capables d'induire ça in vitro. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment agir? Développer des études épidémiologiques puissantes, oui, longitudinales, période d'exposition critique, effet cocktail, identifier des biomarqueurs d'exposition précoce, peut-être encore mieux que dépister par mammographie le cancer très tôt, on pourrait dépister chez les femmes à risque les modifications épigénétiques de BRCA1 et essayer d'agir chez elles avant qu'elles aient une tumeur à la radio. On pourrait mettre en évidence des facteurs de susceptibilité génétique, les polymorphismes, donc c'est des femmes particulièrement à risque, et surtout on pourrait essayer de réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Quand? En prévention primaire, c'est-à-dire chez la femme enceinte, pour la période fœtale, pour la petite fille à venir, en période péripubertaire, en période gravidique et en période périménopausique. En prévention secondaire, après diagnostic du cancer, et enfin au cours de la chimiothérapie, essayer d'utiliser soit des plastiques qui ne contiennent pas de bisphénol A, soit des trucs un peu en verre ou en matière différente. Juste pour vous montrer que ça a déjà été un peu, que ça peut être efficace. Voilà une étude française qui a été publiée dans le JAMA, qui a été un peu critiquée, mais publiée dans une des plus grandes revues médicales internationales, JAMA. On a suivi 68 000 femmes à partir de 40 ans en France pendant 16 ans. On leur a demandé si elles mangeaient pas du tout, un peu ou beaucoup bio, en faisant attention, il y avait un questionnaire un peu plus précis que ça. Et on s'est aperçu que quand elles mangeaient bio, elles ont fait, dans les 15 ans, 34% de moins de cancers post-ménopausiques. Alors on a critiqué cette étude, on peut toujours critiquer, en disant que ces femmes qui mangeaient bio, elles étaient plus maigres, elles étaient plus instruites,
elles faisaient de l'exercice physique, mais ces facteurs ont été pris en compte dans l'étude. Sinon, JAMA n'aurait jamais accepté de publier cet article. Donc ça veut dire qu'en faisant attention à ce qu'on mange, on peut réduire, même à partir de 40 ans, le risque d'un cancer du sein. J'ai quasiment fini. C'est une étude parisienne, assez belle étude. Ils ont regardé dans la graisse autour du cancer du sein, ils ont dosé la dioxine et ils ont dosé les PCB. Et ils ont montré que le taux pouvait prédire si le cancer allait métastaser ou en tout cas s'il y avait des ganglions métastatiques. Ça veut dire que même à ce stade, il faut faire attention aux perturbateurs, même si on a déjà un cancer du sein, peut-être pour certaines d'entre vous, ça vaut le coup de faire encore attention parce que l'exposition aux perturbateurs, probablement, favorise aussi la survenue de la récidive. Juste pour terminer sur cette diapo, en 2016, c'est déjà il y a presque 10 ans, on m'avait demandé avec mon équipe de faire tout un numéro de la presse médicale sur les perturbateurs. J'avais essayé de faire quelque chose de très simple pour les conseils à donner. J'avais pensé aux 10 commandements et j'en avais fait 10 injonctions pour réduire l'exposition aux perturbateurs. Éviter le tabagisme actif-passif, l'alcool, pas chauffer au micro-ondes, éviter boîtes de conserve, canettes de boissons, boire de l'eau dans les bouteilles en verre, manger bio, éviter de consommer des poissons gros, gras et prédateurs qui contiennent du cadmium, du mercure, des PCB, renouveler l'air intérieur tous les jours, c'est certainement l'air intérieur où il y a le plus de perturbateurs. Vérifier détergents, pas utiliser d'herbicides, attention à proximité. Vérifier le contenu en bisphénol des dispositifs médicaux. Je vous remercie de votre attention.